Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire traitant effectivement de la création d'entreprises et d'une démarche entrepreneuriale digne de ce nom. Euh, je souhaite la bienvenue, bien entendu, à tous ceux qui arrivent. Je vois qu'il en manque quelques-uns. On va se donner ou une minute pour les laisser effectivement arriver. Dans le même temps, ce que je vous demanderai éventuellement, c'est de me faire un petit 1 dans la discussion si vous m'entendez correctement, et puis de me mettre un 0 s'il y a des problèmes effectivement de son pour éviter que je parle effectivement dans le vide ou tout au moins que vous puissiez entendre mon propos. Donc, je vous invite effectivement à mettre un petit 1 si tout va bien dans la discussion, et puis un petit 0 si, d'une façon ou d'une autre, vous ne m'entendez pas. Voilà, je vous écoute et je vous lis plutôt. Allez-y. Un petit 1 si vous m'entendez, un petit 0 si vous ne m'entendez pas. Allez. Merci Clémence. J'ai un petit 1. Un petit 1 un petit 1 pour Claude, un petit 1 pour Michel. Bienvenue. J'ai pas de retour de Robert. Robert, tu m'entends? Tu m'entends pas? Je m'entends très bien, mais le message ne part pas. Comment? Ça y est. Je t'entends très bien, mais le message ne partait pas. Ah, d'accord. Bon, allez, je te coupe le son, Robert. Excuse-moi. OK. Allez, bah je démarre, hein. Il est 10h03. Je vais effectivement démarrer. Alors, ce webinaire est pour traiter effectivement de la démarche entrepreneuriale et du comment créer son entreprise avec l'accompagnement d'ETM, si vous souhaitez être accompagné d'ETM, mais en tout état de cause, comment effectivement, à un moment donné, adopter les bonnes postures dans un processus de création d'entreprise, processus de création ou de reprise d'entreprise d'ailleurs, hein, puisque vient finalement se greffer dans le processus de création en phase de reprise, l'évaluation et je dirais l'approche de l'entreprise que vous souhaitez d'une manière ou d'une autre reprendre. Donc, il y a l'évaluation financière, l'évaluation technique, son marché, etc. Nous allons y revenir un petit peu plus tard. Donc, je démarre. Dans cette approche, oui, ben je suis en partage d'écran, oui, elle a raison, Kenza. Si effectivement je ne partage pas, ça risque pas de partir. Voilà. Et je vais effectivement derrière démarrer. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Vous ne le voyez pas? Ah, alors, on me dit qu'on ne voit pas l'écran. On me dit qu'on ne voit pas l'écran. On me dit qu'on ne voit pas l'écran. Alors, il est où ce partage d'écran? Il est où ce partage d'écran? Ben, si, pourtant. J'ai un partage d'écran, moi. Partage d'écran. Là, partager. Ah, vous le voyez là? Oui. Allez, OK. Par contre, j'arrive plus à voir à partir du début. Voilà. Voilà, qui sommes-nous? Et admettre. Voilà. Vous voyez? Tout le monde voit? Oui, très bien. Allez, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet conseil organisme de création qui a été de formation, qui a été créé en 2018. Donc, c'est un jeune cabinet qui a deux métiers. Le premier métier est réfléchir, le deuxième est agir. Réfléchir, finalement, consiste en quoi? Aider nos clients à structurer leurs idées dans un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
plus communément appelé AMOA. Et il se trouve que bien souvent, l'issue ou le résultat, finalement, les livrables de cette première phase reposent sur une expression des besoins, un cahier des charges, un dossier à l'intérieur duquel nous allons structurer finalement le besoin pour le compte du client. D'ailleurs, dans certains cas, on entendra parler d'assistance à maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire que le client nous aide d'une manière ou d'une autre, ou nous confie le pilotage du projet en son nom pour arriver d'une manière ou d'une autre à une expression des besoins digne de ce nom. Le deuxième métier, c'est de mettre en face finalement, au titre d'agir, la solution en face des besoins exprimés préalablement donc dans le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Et le cabinet, aujourd'hui, qui compte effectivement dans son écosystème une quinzaine de collaborateurs, va permettre d'une façon ou d'une autre de trouver la meilleure articulation qui soit et de customiser au mieux finalement la solution qui conviendra aux besoins, au regard, bien entendu, de la formalisation de l'expression telle qu'elle a été, d'une façon ou d'une autre, exprimée à l'aide du consultant, de l'assistant à maître d'ouvrage. Donc, on va trouver quoi? On va trouver des consultants, on va trouver des designers, on va trouver des développeurs, on va trouver des formateurs, on va trouver effectivement des professionnels, des praticiens qui vont permettre d'une manière ou d'une autre, effectivement, de mettre à disposition la bonne solution. Et puis, il se trouve que le contexte Covid dans lequel nous sommes depuis plus d'un an maintenant, presque plus d'un an, nous a obligés quelque part à opérer un pivot et surtout à élaborer, éditer et concevoir finalement nos propres solutions digitales. Et c'est pour cette raison, si vous voulez, que aujourd'hui, dans ce qu'on propose, et notamment dans ce webinaire, mais dans le processus de création d'entreprise et la démarche entrepreneuriale, nous mettons à disposition un certain nombre d'outils, de solutions logicielles ou de solutions digitales qui vont servir finalement de support au conseil et qui vont permettre d'une manière ou d'une autre d'accompagner avec efficience, de manière la plus pertinente possible, le client via effectivement des prestations de conseil opérationnel et ou d'assistance technique. Ce qui veut dire que, vous l'avez compris dans mon propos, le plus important finalement, c'est quoi? C'est d'aller définir correctement les objectifs. Et dans une démarche de création d'entreprise, finalement, ce qui est à penser et à peaufiner au mieux, ce sont effectivement les objectifs. Mais finalement, dans un processus de création d'entreprise, il faut l'aborder comme un projet. Finalement, d'ailleurs, on parle souvent de projet de création d'entreprise qui se résume finalement à une idée, un calendrier, un budget. Et je vais y revenir, mais vous allez voir que l'idée n'est pas aussi simple que ça, finalement, à définir et à formaliser. Ce n'est pas quelque chose, d'une manière ou d'une autre, facile à établir. Donc, ce qui va consister aussi à rentrer dans les objectifs de la création d'entreprise, c'est à appréhender les enjeux des différents statuts également. Pourquoi? Parce que on va avoir, d'une manière ou d'une autre, à remplir un certain nombre d'obligations légales, d'obligations comptables, de choisir son régime fiscal ou son régime social, de définir effectivement un certain nombre d'éléments qui vont faire partie finalement du cycle de vie de l'entreprise. Et donc, ça sous-tend quoi? Ça sous-tend que il faut avoir finalement à la base une très bonne idée ou tout au moins une idée assez précise finalement de ce qui va rentrer en ligne de compte dans les formalités de la création une fois le statut choisi. Mais ça sous-tend aussi finalement mettre en place une stratégie marketing commerciale de communication adaptée au projet. Pourquoi? Parce que finalement, l'activité d'une entreprise se résume bien souvent aux trois fonctions principales: vendre, produire, compter ses sous. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et
le créateur, finalement, n'échappera pas finalement à ce dilemme. Aujourd'hui, finalement, la forme, dans bon nombre des cas, devient plus important que le fond. Et donc, la stratégie marketing et de communication est tout aussi importante, finalement, sinon plus importante au moment du lancement que les produits eux-mêmes que vous proposez de fournir à vos clients. Alors, je dis produits ou services, hein, ça peut être aussi bien produits ou services. Dans cette approche, qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est une idée, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un calendrier, c'est-à-dire il y a un début, une fin, parce que dans tout projet, il y a un début, une fin. À partir du moment où il n'y a pas de fin, ce n'est plus un projet. Et puis, il y a un budget. Ce budget, c'est la valorisation, la quantification des moyens et des ressources qu'il va falloir consacrer à ce projet. Alors, en anté-création, donc avant création, jusqu'à la phase finalement peut-être de prototypage et de rodage finalement de l'entreprise, de lancement, et puis ensuite tout au long du cycle de vie de l'entreprise, qui est loin d'être bien entendu un long fleuve tranquille, et je vais y revenir plus tard. Donc, comment préciser l'idée finalement? Ça renvoie quand même à une méthodologie, un processus qui conditionne finalement, à partir des objectifs de ce projet, de ce que vous voulez créer, des unités de découpe. Ces objectifs vont être, je dirais, à saucissonner, à formaliser, à établir de telle manière qu'on ait la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'être capable de les identifier, de les structurer, de les enchaîner dans une projection calendaire et d'être à tout moment capable de répondre à la question qui fait quoi. Donc, ça veut dire prendre en compte l'équipe. Que vous soyez d'ailleurs dans une phase de création ou que vous soyez dans une phase de reprise. Il va falloir établir une organisation, il va falloir établir quelque part quelle est l'équipe, comment elle se structure, et puis surtout comment ça va s'enchaîner ou comment les éléments vont s'enchaîner dans ce qu'on appelle finalement un organigramme technique. Et cet organigramme technique, il va permettre d'une manière ou d'une autre, en finale, une fois qu'on a organisé finalement la logique des tâches et qu'on les a planifiées, ici à l'aide effectivement de différents volets répondant au quand, de les valoriser, de dire finalement combien ça va coûter, combien il en faut, qu'est-ce qui va permettre effectivement à un moment donné de piloter, donc de mesurer les écarts entre finalement ce qui avait été prévu et puis ce qui est en cours de réalisation. Tout ça doit permettre effectivement de rentrer dans ce qu'on appelle un programme et un plan. Et il est clair que finalement, d'une idée, vous voyez que j'adopte finalement une démarche projet, et il est indispensable d'ailleurs d'adopter une démarche projet parce que cette démarche projet elle va me permettre à un moment donné d'identifier item par item et l'avancée de chacun de ces items. Donc, dans cette approche, je ne peux d'une manière ou d'une autre m'affranchir d'un certain nombre de questionnements. Et je dirais même, avant même d'avoir commencé finalement, avant même d'avoir quelque part lancé mon entreprise, je dois m'interroger sur moi-même. Parce que finalement, dans bon nombre de projets de création d'entreprise, et dans la majeure partie d'ailleurs des projets d'entreprise, ou des projets de création en tout cas, le principal ennemi de l'entreprise ou le principal ennemi du créateur, c'est lui-même. C'est aussi cruel que ça, mais c'est souvent celui qui se lance qui porte en lui-même les gènes de sa réussite ou de ses échecs. Donc,
la question à se poser, c'est au demeurant, c'est quelle est la raison de ma motivation? Finalement, cette motivation, elle vient d'où? Y répondre, c'est être au clair avec soi-même. C'est se mettre finalement d'adéquation en ligne, s'aligner stratégiquement avec son projet. Et puis derrière, bien entendu, en fonction du domaine dans lequel vous allez vous lancer, c'est quelles sont mes connaissances, mes compétences, mes expériences en rapport avec le projet. Est-ce que finalement, je suis l'homme de l'art ou est-ce que ça nécessite quelque part que je me forme préalablement à la technique, à la discipline, au secteur d'activité qui va permettre d'une manière ou d'une autre, effectivement, d'avoir connaissance des éléments indispensables pour pouvoir se lancer. En tout cas, le questionnement sur soi-même est très important et je dirais cette auto-évaluation est nécessaire avant toute démarche de création. Et puis, bien entendu, les moyens financiers sont incontournables. C'est-à-dire que le questionnement sur les moyens financiers reste une question pleine et entière, à savoir si on dispose des moyens suffisants ou nécessaires, et puis si on a quelque part, effectivement, un petit peu de budget à consacrer à cette création. Si on n'a rien et que quelque part, je dirais qu'on part avec 1 € symbolique, comme aurait effectivement proposé monsieur Dutreil, le secrétaire d'État à l'industrie, que j'ai bien connu quand j'étais à la direction de l'industrie, il est clair que même avec 1 €, même si vous pouvez enregistrer et déposer votre euro sur le capital de votre boîte, le simple fait de l'enregistrer va vous coûter déjà bien plus, puisqu'on est sur des frais de greffe à hauteur de 230 à 250 €. Donc, vous voyez bien effectivement que les 1 € ne suffiront pas. Et puis, se poser la question aussi sur son propre rôle. Est-ce que je vais être chef d'orchestre? Est-ce que je vais être musicien? Est-ce que je vais être orchestrateur? Est-ce que je vais être régisseur? Ces questions sont à se poser avant et sont incontournables. Savoir si effectivement on a un profil plutôt commercial ou technique, gestionnaire, c'est indispensable avant de se lancer. Et puis, une création, c'est quand même différent d'être salarié. C'est vous êtes aux premières loges, vous êtes d'une manière ou d'une autre sans filet. Alors, certains des participants là sont tout à fait au fait effectivement de ce questionnement. C'est à la fois c'est différent d'être grand manager d'une grande entreprise et puis se retrouver ensuite directement aux manettes avec la main sur le manche à devoir prendre des décisions dans une journée qui peuvent s'enchaîner à la vitesse grand V et qui nécessitent finalement une aptitude et quelque part une objectivité, je dirais, de tous les instants, ce qui n'est pas forcément facile quand on a la tête dans le guidon. Donc, la question à se poser aussi, c'est suis-je prêt à accepter finalement certains sacrifices, savoir effectivement éventuellement ne pas avoir de samedi et de dimanche, par exemple. Ce n'est pas forcément une question neutre. Avoir moins de temps à consacrer à sa famille. Parmi les participants, ce sont des réalités sonnantes et trébuchantes à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement. En tout cas, il va y avoir des risques à prendre. Quelle est, quelque part, mon impétence au risque? Quelque part, est-ce que je suis prêt, d'une manière ou d'une autre, à remettre en cause un certain nombre, effectivement, de conforts qui jalonnent, entre guillemets, mon quotidien et que je risque demain de perdre? Dans cette approche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelques questions, bien entendu, à se poser avant de se lancer. Les principales motivations, mais également quels pourraient être les freins. Donc, vous voyez que c'est tout sauf un long fleuve tranquille, parce que c'est un peu comme si j'avais un pull où je vois un petit fil de laine qui dépasse de mon pull et que je vais, d'une manière ou d'une autre, tirer et qui va détricoter au fur et à mesure le pull que j'avais sur les épaules. Et là, automatiquement, c'est se poser la question, quelque part, pourquoi je pense être fait pour diriger l'entreprise.
Ce n'est pas une question neutre. Ce n'est pas une question, je dirais, innocente. Et puis, c'est quelque part, quels sont mes critères, je dirais, personnels de réussite. Parce que d'un individu à l'autre, bien entendu, ils seront différents. Est-ce que je connais le budget de mon projet jusqu'à la commercialisation? Pourquoi? Parce que si je l'ai mal pensé, je peux être amené quelque part d'une manière ou d'une autre à être en difficulté pour arriver jusqu'à la phase de commercialisation. Donc, c'est important de penser dans cette phase d'anté-création le budget qui me sera nécessaire pour arriver jusqu'à la mise en production et le lancement de mon entreprise. Une question aussi à se poser, finalement, ce projet de création, je le mûris depuis combien de temps? Je vis avec ce projet depuis combien de temps? Est-ce que, quelque part, je l'ai remis régulièrement sur la table? Est-ce que j'ai remis l'ouvrage sur la table? Est-ce que j'en ai parlé autour de moi? Est-ce que je me suis fait à l'idée que finalement, c'était mon destin, quelque part, ou un dessein auquel je ne pouvais échapper? C'est important parce que je dirais que, pour en être quelque part à ma 4e création, j'ai connu des fortunes diverses avec des projets qui ont réussi, des projets qui ont moins réussi. Quelque part, je serais presque tenté de dire, c'est est-ce que je m'endors avec mon projet? Est-ce que j'en rêve la nuit? Si vous en rêvez la nuit, par expérience, je serais presque tenté de vous dire que c'est mûr, il faut y aller, il faut se lancer. Après, reste bien entendu à définir l'écosystème, à identifier l'écosystème dans lequel vous vous insérez. Mais surtout, tiens, je vois qu'il y a une petite faute d'ailleurs sur notre slide. Quelles sont les ambitions, nos ambitions, vos ambitions à court, moyen et long terme? Je rêve de quoi finalement? Qu'est-ce que je rêve de faire? J'aspire à quoi? C'est très important de se poser l'ensemble de ces questions avant, de faire le point éventuellement avec sa famille, en définissant finalement des limites. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours effectivement autour de vous des gens qui vous dissuaderont de vous lancer. Donc attention, il faut choisir ses interlocuteurs, il faut savoir à qui parler de ce projet. On n'en parle pas de manière, on n'en parle pas à bâton rompu à tout le monde, parce qu'on risque finalement de se retrouver découragé par certains. Donc, toute cette démarche, tout ce questionnement fait partie chez DTM, effectivement, du questionnement en amont à l'ensemble, effectivement, des processus de création ou d'acceptation des participants à nos séminaires pour être sûr que quand ils participeront au séminaire, ils seront bien en ligne ou tout au moins en adéquation avec, je dirais, leur propre stratégie et leur propre questionnement interne. Finalement, ils auront la bonne posture. Voilà, hein, tout ça pour arriver à la bonne posture. Alors, l'idée, le projet, finalement, c'est se poser la question, ce qui sera notre métier plus tard. Qu'est-ce que je veux exercer comme métier au travers de l'entreprise que je veux lancer? Quels seront nos produits? D'ailleurs, au sens de l'ISO, ISO 9001 version 2015 pour les plus éclairés, mais je pense que ça ne vous avait pas échappé. En tout cas, en termes de produits, je raisonne bien entendu en termes de produits et services. Je ne raisonne pas seulement produits simples. Nous intégrons dans la démarche entrepreneuriale qui est la nôtre, produits et services. Le marché, la concurrence. Se poser la question de savoir qui sont mes concurrents et sur mon marché. C'est important de pouvoir les identifier correctement. Pourquoi? Parce que ça va permettre également de vous différencier, d'adopter finalement quelque part une approche différente qui pourra séduire les clients selon les besoins qui seront les leurs et qui peut-être ne trouvent pas des réponses dans l'offre de vos concurrents.
Donc, le besoin est très important. L'expression du besoin est très importante. On vend les produits dont les clients ont besoin. On ne vend pas les produits que nous avons fabriqués. Hein. Ça, c'est fini. Les 30 Glorieuses, c'est une autre approche. Maintenant, si vos produits ne correspondent pas aux besoins ou ne répondent pas aux besoins de vos clients, il y aura peu de chances, effectivement, qu'ils trouvent preneur. Question sur l'équipe. Un projet, c'est toujours une équipe. Actuelle et future. Où je pars, d'où je pars, vers quoi je tends. Est-ce que j'ai toutes les ressources en interne pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, mener à bien ce projet? Sinon, il va falloir que je les recrute, il va falloir que je m'appuie sur des compétences extérieures. Et vous voyez, ce n'est pas neutre. Je serais presque tenté de dire, d'ailleurs, que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Et qu'on va commencer finalement à avoir des frictions. Alors, ces frictions sont salutaires, parce que dans tout projet, quelque part, je serais presque tenté de dire que c'est de la friction que va naître finalement la solution ou les options en termes de solutions. Mais la constitution de l'équipe est une constitution essentielle, primordiale, incontournable. Et c'est également sur un de ces points sur lesquels, effectivement, on aide en amont des projets. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que le créateur soit au fait de la modélisation de ce dont il a besoin en termes de compétences. Et puis, bien entendu, faire le prévisionnel. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, finalement, les 3 activités principales d'une boîte, c'est quoi? C'est vendre, produire, compter ses sous. Eh bien, compter ses sous, c'est primordial. Si on ne compte pas, on a forcément, effectivement, quelques petits soucis en cours de route, on va avoir quelques soucis en cours de réalisation. Dans cette approche, ça veut dire, bien entendu, qu'il faut repositionner l'ensemble de ces items, finalement, dans un planning. Alors, bien souvent, on appelle ça un Gantt. Hein, pour ceux qui ont géré des projets, vous avez dû en entendre parler, vous savez ce que c'est. Alors, bon, on peut après adopter d'autres démarches. Nous, on a effectivement adopté l'approche type calendrier Gantt ou planning de Gantt. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement, au travers de tâches, de définir des responsables. Donc, vous voyez, finalement, on fait le lien avec l'équipe. Hein. L'équipe, là, est très importante parce que ça va permettre, d'une manière ou d'une autre, d'identifier, d'affecter un certain nombre de tâches aux uns et aux autres. Alors là, on a pris un exemple qui est plutôt en lien avec notre activité. Vous voyez, on est dans une approche projet, type système d'information, où on a finalement, effectivement, défini un certain nombre d'items qui répondent tout à fait à une démarche classique en tout cas, d'un projet comme le nôtre. Et puis, vous voyez, derrière, il y a les statuts. Puis, on positionne tout ça dans un calendrier avec c'est fait, c'est pas fait, et on voit effectivement à un moment donné si c'est commencé ou pas commencé. Alors, bien entendu, ça va avoir un intérêt également sur un plan budgétaire. Alors, pourquoi? Parce que ça va permettre d'une manière ou d'une autre, finalement, de faire la mesure d'écart entre la prévision et la réalisation. Je vais y venir dans quelques instants, mais vous allez voir, par exemple, ici, sur une des solutions que nous sommes en cours de déploiement aujourd'hui, eh ben, on a justement un exemple d'expression de besoin sur une solution digitale qui est EasyCom. Le premier item, par exemple, est la brique emailing. Eh ben, j'ai une fonctionnalité qui est créer et diffuser un emailing efficace et performant à l'image du client. Ben, j'ai un budget. Ce budget, c'est un budget prévisionnel, bien entendu. J'ai une deuxième brique, proposal management, où là, j'ai défini également les fonctionnalités de cet item. Et alors, vous voyez tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais découpé en objectifs et en unités de fourniture. Ben, les voilà les unités de fourniture, vous voyez. Première unité, emailing, deuxième unité, proposal management, troisième, base de données, business intelligence, avec, bien entendu, des fonctionnalités à remplir, un budget
Et puis, etc., 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 pour arriver en finale à quoi? À un total. Et mon budget global, quelque part, vous voyez, on a fait une estimation plutôt, je dirais, détaillée et sérieuse. On est arrivé à 53 888. Bien entendu, ne vous focalisez pas là-dessus. Un créateur, à un moment donné, va dire, finalement, j'ai besoin de, justement, l'approche projet ou le budget projet à 54 000 euros, par exemple. Et puis, il me faut 10 000 euros de trésorerie pour permettre effectivement de finaliser, boucler l'ensemble. Donc, je vais demander au banquier, si je ne l'ai pas, ou à un investisseur ou à des investisseurs, pratiquement 65 000 euros. Bon. Et vous voyez ces items-là, ces items dans ce que nous sommes en train de faire finalement. Alors, je suis plutôt bien placé pour parler de ce projet, mais ce n'est pas l'intérêt de parler de ce projet. C'est que, vous voyez, j'ai des items et nous avons priorisé. Et nous avons priorisé un peu comme pourrait le faire finalement un product owner. Un product owner, vous savez, pour ceux qui sont dans la sphère informatique ou dans la sphère projet informatique, c'est, je dirais, le garant du besoin et de l'expression du besoin du client. Alors, ici, on a défini effectivement une priorité qui était base de données. Et nous avons réalisé cette brique, base de données, et nous l'avons priorisée, je dirais, avant finalement le lancement de toutes les autres briques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon fameux réseau de tout à l'heure, j'ai défini à un moment donné un ordre, un séquençage qui va, d'une manière ou d'une autre, m'amener à dépenser au fur et à mesure et à livrer au fur et à mesure pour pouvoir valoriser, je dirais, au fil d'avancement de mon projet, aussi bien les dépenses que les rentrées, si je commence effectivement à commercialiser en cours de route, ce qui est le cas ici. Ce qui est le cas ici. Dans cette approche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exemple de suivi d'un budget, par exemple, vous voyez, je vous ai retrouvé, j'ai repris, ne m'en voulez pas, il n'est pas très, très épuré là, hein, il a été repris d'un des manuels que j'avais écrit il y a quelques années, mais vous avez une courbe ici, vous avez une courbe qui est la courbe, je dirais, de cette courbe de prévision, vous voyez, en pointillé. Et puis, j'ai une courbe de réalisation pour cet item, justement. Hein. Si j'avais pris, par exemple, la base de données, eh ben, j'ai un item, j'ai une prévision, j'ai établi une prévision qui est à 3 000 euros quand j'aurai tout dépensé. Hein. Je peux dire effectivement ici que j'aurai dépensé mes 3 000 euros. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, des consommations, ici, j'ai des écarts. J'ai des écarts par rapport, effectivement, aux moyens mobilisés dans le cadre de la production. Et je peux très bien, en finale, d'ailleurs, arriver à un écart en finale, à un retard entre finalement le temps que j'avais prévu ou la date à laquelle j'avais prévu de lancer finalement ma base de données ou cette fonctionnalité base de données de ma solution. Et puis, quelque part, je serais presque tenté de dire le moment où je lance réellement. Il va être très important à un moment donné d'analyser cet écart et, comme dans toute démarche projet, d'être à même de ce qu'on appelle, d'établir ce qu'on appelle un REX. Alors, certains ont entendu peut-être parler du REX, mais le REX, c'est tout simplement le retour d'expérience. Et ce retour d'expérience, il faudra qu'il soit collectif. Il faudra éviter d'une manière ou d'une autre de le faire tout seul. Et dans la phase de création, c'est très important à un moment donné de faire ces mesures d'écart pour corriger et monitorer au fur et à mesure le lancement des autres ou la production des autres unités de fourniture, pour éviter, bien entendu, de revivre les mêmes travers ou tout au moins de connaître les mêmes désagréments. Et vous voyez, aujourd'hui, nous, sur cette base de données, c'est un retour que je vous fais comme ça en termes pratico-pratiques, eh ben, on a un tout petit écart sur ce lancement de base de données. Il ne nous reste plus effectivement à un moment donné qu'à de lancer le calculateur, cette fois-ci en production, ou tout au moins le système d'information dédié à nos bases de données pour pouvoir effectivement aller chercher les données là où elles se trouvent en fonction des besoins du client. Mais en tout état de cause, notre écart ici est très, très faible, donc ce qui nous permet effectivement de dire qu'on ne s'est pas trompé de beaucoup. Donc, tout ça également,
J'ai parlé technique, là. J'ai parlé de l'idée, j'ai parlé du métier, mais finalement, il est difficile de se départir également du cadre juridique, fiscal et social. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est un véhicule économique. C'est un véhicule qui permet d'aller d'un point A à un point B. En tout cas, c'est une vision moderne et contemporaine de l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous pourrez très bien, effectivement, à un moment donné, créer votre boîte, et puis 5 ans ou 10 ans après, peut-être même avant, la revendre, vouloir la revendre. Donc, il va falloir la valoriser. Il va falloir la mettre dans une configuration qui permette de séduire un éventuel acheteur ou un éventuel acquéreur. Donc, on va définir quoi? On va définir un certain nombre de choses. Et pour ça, il faut se poser des questions. C'est quel statut choisir finalement? Je veux créer une boîte, je veux lancer une activité. Mais quel est le meilleur statut? Est-ce que c'est le IRL? Est-ce que c'est le URL? Est-ce que c'est la SARL? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SASU? Est-ce que c'est une coopérative? Hein, on ne le voit pas là, mais ça peut être aussi une coopérative. Hein, dans certains cas, d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs sur la partie organisme de formation en train de sortir la partie organisme de formation pour interagir sous statut coopératif. Ensuite, bien entendu, à chaque statut correspond, je dirais, des obligations, des régimes de cotisation obligatoires, puisque l'État, dans l'histoire, un peu dans le, est intéressé. Il se dit, en tout cas, moi, je vais pouvoir effectivement commencer à percevoir, entre guillemets, des cotisations, des taxes, des impôts. Je suis partie prenante, finalement, de cette entreprise. Et si on raisonne effectivement uniquement TVA, donc pour ceux qui peut-être ne sont pas au fait de ce qu'est la TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, qui est la partie qu'on rajoute à hauteur de 20% dans le régime commun, mais ça peut être 5,5, ça peut être 10, ça peut être selon effectivement les types de biens. Cette taxe, finalement, cet impôt qui est collecté, n'appartient pas à l'entreprise, il appartient à l'État. Donc, l'État peut, est bien entendu intéressé par cette TVA, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui va en profiter. Donc, il est très intéressé sur le fait qu'il puisse identifier ce que vous lui devez. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir le déclarer. Donc, il y a tout un tas, effectivement. Donc, tout ça, au sein de DTM en tout cas, un éclairage particulier est mis aux côtés du créateur pour lui permettre, d'une manière ou d'une autre, d'appréhender l'ensemble de ces éléments en évitant, bien entendu, par la suite, d'éventuels soucis qui pourraient, je dirais, venir soit d'un oubli, d'une négligence, voilà. Se lancer renvoie à disposer de moyens financiers. Mais ça peut être aussi des facilités. Ce n'est pas forcément uniquement de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être aussi effectivement des facilités pour être visible sur telle ou telle plateforme. Ça peut être des allègements, hein, tout simplement, sur des cotisations sociales. Ça peut être quelque part effectivement la mise à disposition de ressources, ce qui n'est pas neutre. En tout cas, se poser la question quant aux aides fait partie quand même d'une démarche entrepreneuriale, car le vrai métier, quelque part, du chef d'entreprise, c'est bien de doter l'entreprise de moyens lui permettant, bien entendu, de vivre sa vie. Donc, il existe un certain nombre de supports, de sites, de plateformes, et on accompagne, bien entendu, sur ces éléments-là. Choisir effectivement un statut, c'est définir le nombre d'associés, définir le capital social, est au fait finalement de la responsabilité qu'on aura par rapport au choix du statut, le régime fiscal de l'entreprise, la rémunération du dirigeant. C'est important de savoir combien on va gagner, même si au départ, bien souvent, il est clair que le dirigeant a du mal à se payer parce qu'il faut lancer la structure. Donc, voilà, il faut avoir tout ça en tête. Dans certains cas, si effectivement vous avez besoin d'argent en tant que créateur par rapport à vos besoins personnels et que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur certains revenus, avant de se lancer, il faudra bien réfléchir
Parce que dans certains cas, et c'est le cas pour certains des participants ici, on sait d'une façon ou d'une autre que les phases de lancement sont des phases compliquées. Dans certains cas, on ne se paye pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut avoir la capacité de tenir. Hein, ce n'est pas neutre. Le régime social du dirigeant est très important et ça va être défini au travers des différents statuts. Donc, vous voyez, si c'est une entreprise individuelle, dans une entreprise individuelle, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas de notion de capital, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, vous êtes responsable des dettes sur vos biens personnels, il n'y a pas de rémunération déductible des bénéfices. Et puis, il y a d'une façon ou d'une autre, effectivement, en termes de régime social, le régime des TNS, donc le régime des non-salariés. Si vous êtes effectivement dans une URL, là, vous êtes associé unique, vous avez un montant libre, vous êtes limité aux apports en termes de responsabilité, vous êtes astreint ou assujetti en termes de régime fiscal à l'impôt sur le revenu. Vous n'avez pas non plus effectivement de rémunération déductible des bénéfices. Et puis, vous avez un régime social qui reste effectivement celui des TNS. Ensuite, la SARL, 2 associés minimum, 100 max, 100 maximum. Capital social, montant libre, limité aux apports en termes de responsabilité. Donc, si vous avez un capital de 10 000, votre responsabilité est limitée à 10 000, s'il n'y a pas de faute de gestion, bien entendu. Parce que si on constate effectivement une faute de gestion, là, par contre, ce n'est pas tout à fait effectivement la même chanson. Vous êtes là astreint aux impôts sur les sociétés, rémunération du dirigeant, là, elle est déductible des bénéfices, régime social, là, vous êtes toujours au régime des non-salariés. Et puis la SAS, peut-être pour ceux qui sont déjà en SAS, c'est un associé ou plus, c'est librement fixé en termes de capital, c'est limité aux apports en termes de responsabilité, etc., etc. Donc, vous voyez bien, effectivement, à un moment donné, par contre, vous êtes assimilé salarié. Vous voyez bien que chaque type de statut a ses propres contraintes et ses propres règles, et que se poser la bonne question au départ du choix du statut n'est pas neutre, parce que ça va avoir une incidence sur, je dirais, les moyens dont vous allez disposer pour, d'une manière ou d'une autre, je dirais, infléchir ou influencer le cycle de vie de votre structure. Et si vous êtes en SA, vous voyez, là, vous avez 7 actionnaires, vous avez un apport minimum de 37 000 euros, vous avez effectivement un ensemble qui s'assimile finalement à la SAS sur les impôts, sur le régime d'impôt et sur la rémunération et le régime social du dirigeant. Ça sous-tend quoi? Ça sous-tend effectivement derrière que l'on puisse se projeter. Se projeter, ça veut dire, vous avez vu, on a eu l'idée, on approche projet, j'ai l'idée, j'ai le calendrier quelque part, donc j'ai mon Gantt, et puis il faut que je fasse mon prévisionnel. Et mon prévisionnel, vous avez vu, j'ai un certain nombre d'items qu'il va falloir coucher sur le papier. Et là, on va utiliser un certain nombre d'outils. Donc, nous, on utilise par exemple un outil qui est Feedsy. Cet outil Feedsy va permettre effectivement, poste par poste, année par année, de définir d'une manière ou d'une autre les éléments permettant de dire ce qu'on va dépenser. Alors, on va définir ce qu'on va dépenser, mais on va définir aussi ce qu'on va gagner. Donc, vous voyez, ici, j'ai quantifié effectivement essentiellement les dépenses, mais j'ai la même chose pour les revenus, pour les produits. Donc, si j'ai ceci de valable pour le poste de charge, j'aurai également la même chose pour les revenus, les produits. En termes de prévisionnel, ça sous-tend quelque part que j'ai une stratégie, que j'ai pensé à ma stratégie. Le créateur doit penser à sa stratégie. Il n'est pas dans la logique où il se lance comme ça, je dirais, la fleur au bout du fusil. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord analyser le contexte. On va analyser le moment, l'époque, la période où on va se lancer. Exemple, nous sommes en pleine période de semi-confinement ou confinement, mais même si on ose l'appeler confinement aujourd'hui. Si vous vous lancez dans un restaurant,
vous voyez bien que vous êtes un peu dans une démarche anachronique. Hein. Il y a une espèce de décalage là, entre les possibilités, entre guillemets, offertes par le contexte et puis, bien entendu, l'activité que vous proposez de lancer, tout au moins l'attractivité de votre offre. Donc, j'intègre automatiquement mes plans et les objectifs fixés antérieurement, donc ce que je viens de penser en amont. Cette analyse du contexte, d'ailleurs, elle renvoie à l'analyse de la concurrence, au mode de développement des entreprises, à la façon avec laquelle je vais être capable de me lancer. Aussi bien sur les produits eux-mêmes ou l'approvisionnement même des composants des produits. Donc, je vais raisonner, par exemple, en termes d'approvisionnement stratégique. Par exemple, si dans mes composants, je ne sais pas, moi, je fais appel énormément à des composants en cuivre et que j'ai une tension sur le marché du cuivre, il va falloir effectivement y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans ce type de produit. Peut-être je vais penser à lancer un autre produit qui fait moins appel au cuivre ou qui nécessite moins de métaux précieux, par exemple, que celui que je me propose effectivement de lancer pour assurer, entre guillemets, un certain nombre de revenus pour éviter de me retrouver en cale sèche. Je vais peut-être effectivement également mettre en œuvre un certain nombre de questionnements au travers d'audits, savoir si je suis vraiment aligné par rapport à un mode de fonctionnement idéal, au travers d'actions de benchmarking, c'est-à-dire d'étalonnage par rapport effectivement à mes concurrents. Et Dieu sait que nous conseillons au sein de TM de benchmarker ses concurrents avant et de se benchmarker par rapport à eux. Pourquoi? Parce que ça va permettre à un moment donné également de s'étalonner par rapport aux bonnes pratiques. Parce qu'on a une idée de la manière avec laquelle on veut, d'une manière ou d'une autre, exercer, nous lancer son activité, mais est-ce la bonne? Est-on sûr de pouvoir effectivement se lancer? Ben, on ne sait pas. Pour le savoir, il faut, d'une manière ou d'une autre, se modéliser sur ceux qui ont réussi en la matière et rester modeste. Et rester modeste. Donc, vous voyez, des audits internes et externes, du benchmarking, de l'évaluation, c'est important pour savoir si on est dans les clous ou pas. Dans certains cas, d'ailleurs, l'offre sera une offre internationale. Mais est-ce qu'on est les mieux positionnés à l'international pour pouvoir fournir ou produire ce genre de service? La question est là. Dans certains cas, en voyant effectivement qu'on n'est pas prêt parce que ça nécessite des moyens supplémentaires, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se circonscrire au marché national. Tout ça pour, d'une manière ou d'une autre, arriver à quoi? Arriver à établir ce qu'on appelle une espèce de matrice force et faiblesse, SWOT, hein, dont certains ont entendu parler vraisemblablement, sinon tous les participants, pour, d'une manière ou d'une autre, faire un point, être sûr d'avoir une bonne vision de ses forces et faiblesses, d'être capable d'appréhender les menaces éventuellement sur tel marché, de saisir les opportunités. Tout ça est important parce que c'est ce qui va permettre d'une façon ou d'une autre, je dirais, de faire un point à chaque fois sur ce qu'on a, ce qui nous manque, ce qu'il va falloir acquérir et ce qu'il va falloir appréhender en termes, je dirais, d'opportunités. Alors, on a un exemple ici. Dans les faiblesses, par exemple, on n'a pas d'argent pour se lancer sur le marché sur lequel on achetait notre dévolu. Par contre, on a une capacité d'innovation qui est importante. Mais qui dit innover, dit mise en œuvre de moyens financiers conséquents. Donc, ça peut poser des soucis. Donc, cette matrice SWOT, quelque part, il est nécessaire et incontournable de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, je dirais,
l'appréhender au départ. Parce que c'est ce qui va permettre, d'une façon ou d'une autre, d'appréhender, je dirais, notre capacité à faire et ensuite notre capacité à faire faire. Parce que on peut être dans certains cas, je dirais, à même de se tromper. Voilà. Donc, cette matrice SWOT, en tout cas, dans la démarche entrepreneuriale souhaitée par DTM, en tout cas, c'est quelque chose, effectivement, qu'on appréhende systématiquement. Des tableaux de bord. Parce que si vous faites effectivement une recherche d'adéquation et un alignement permanent avec votre stratégie, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, établir des tableaux de bord. Il va falloir avoir une ambition, un projet stratégique, mais il faut avoir aussi la vision de l'équipe de direction, du pilotage. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir, découper ces objectifs stratégiques en objectifs tactiques et opérationnels. Donc, vous voyez bien que quand je parle d'objectifs stratégiques, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas neutre. Ce n'est pas quelque chose, effectivement, qui, quelque part, est inné. Donc, ça veut dire les décliner en objectifs opérationnels, en indicateurs, en levier et en plan d'action. Cet exercice n'est pas un exercice à la portée de tout le monde si on ne l'a jamais fait. Et c'est pour ça qu'on met l'accent, effectivement, dans le cadre de la démarche entrepreneuriale d'ETM, 18 jours pour réussir, donc 13 plus 5, c'est mettre en place, en tout cas, un dispositif, un campement, un atelier qui va permettre à tout un chacun, à un moment donné, d'apprendre à le faire. Parce que ce n'est pas inné. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ça va être plutôt compliqué au départ s'il n'est pas guidé, monitoré pour pouvoir y parvenir. Et donc, il va falloir mettre en place un certain nombre de boucles de régulation, et c'est là où nous allons, d'une façon ou d'une autre, vous aider à le faire. Et puis, il n'y a pas que, je dirais, la démarche quelque part technique. Il y a la démarche aussi communicationnelle. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai bien parlé, effectivement, à un moment donné, de la forme aussi importante que le fond. Eh bien, c'est aussi une discipline. Et communiquer, c'est un métier, ça s'apprend. Et pour y être confronté à titre personnel tous les jours, je peux faire un retour d'expérience qui est que ce n'est pas inné. Et que dans certains cas, on croit effectivement bien faire et puis on se plante. Et quand on plante, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte tout de suite, mais par contre, le jour où on s'en rend compte, dans certains cas, il est trop tard. Donc, la stratégie de communication est à penser en amont, lors du lancement du projet. Donc, ça peut passer éventuellement par la création d'un site. Oui, mais quel site? Quel type d'information je veux faire passer? Et avant de créer un site, il vaut mieux penser sa stratégie de communication. Alors, nous, on s'en rend compte maintenant. Alors, on est capable, effectivement, de faire notre autocritique, mais on ne l'a pas suffisamment pensé au départ. Nous sommes en train d'essayer, effectivement, de rattraper maintenant les choses, mais vous voyez, comme quoi, dans certains cas, le cordonnier étant le plus mal chaussé, eh ben, on se rend compte maintenant que créer un site, ça répond d'abord à une stratégie de communication et une stratégie quant à la circulation de l'information à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vers l'extérieur. La création de blog, éventuellement, si vous voulez rester en contact permanent avec vos prospects et vos clients, être présent sur les réseaux sociaux, se faire référencer ou se référencer au sein des différents moteurs de recherche. Donc, pour ceux qui étaient là il y a une semaine, vous avez pu effectivement, à un moment donné, participer à notre webinaire sur le référencement, en sachant qu'il y a plusieurs niveaux de référencement. Donc, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Tout ça répond à une véritable stratégie et à
une réflexion en amont susceptible effectivement de permettre de se poser les bonnes questions au bon moment. Vous le voyez, j'ai terminé par rapport à cet exposé un peu empirique et je vais vous donner la parole. Il est clair effectivement que une démarche entrepreneuriale est une démarche éminemment complexe, que ce soit en création ou en reprise. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel ou qui vient naturellement. C'est quelque chose qui se construit comme un véritable projet, avec une idée, un calendrier, un budget. Et puis, un peu comme le potier, finalement, je vais façonner les contours de mon idée, de mon projet, quitte à remettre l'ouvrage sur la table régulièrement pour affiner l'idée. Et si j'affine l'idée, j'affine les moyens financiers. Je redéploie peut-être dans un calendrier, un planning différent. Et puis, j'adopte pour ma structure la bonne posture et les bons statuts. J'adopte finalement le bon véhicule. Il y a une différence entre les marques de véhicules. Vous prenez une marque low cost avec une marque de luxe, ben, ce n'est pas le même prix, mais vous n'avez pas la même chose. Et ben pour une entreprise, c'est pareil. C'est exactement la même démarche. Et donc, par rapport à ça, je vais vous rendre la parole. Vous allez effectivement, à un moment donné, pouvoir effectivement vous exprimer dans un cadre de questions-réponses et notamment au travers du comment dirais-je, des questionnaires, du questionnaire, du chat de discussion. Vous allez pouvoir effectivement à un moment donné me poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, c'est à vous. N'hésitez pas effectivement à me poser les bonnes questions. Je vais essayer de récupérer le tableau que j'ai du mal effectivement à retrouver. J'ai du mal à retrouver le tableau, Kenza. Il est où le tableau? J'arrive plus à retrouver le chat. J'arrive plus à retrouver le chat. J'arrive plus à retrouver le chat. J'arrive plus à trouver le chat. Excuse. De quoi? Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, Kenza. Appuie deux fois sur dessus. Ah. J'ai fait une bêtise, excusez-moi tout le monde, mais j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ah, je suis sur l'autre là? Oui. Oh, excusez-moi. J'avais du mal, conversation de, voilà. Il serait bon de partager l'URL. Ça, c'était tout à l'heure. N'hésitez pas effectivement à me poser vos questions. Ça y est, j'ai remis la main sur la discussion. Vous voyez, je n'étais pas sur le bon écran. Donc, ne m'en voulez pas. Dans cette phase de découverte, j'ai peut-être pas mis les bonnes lunettes. Voilà, c'est un peu comme le… Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que je vois? Oui, alors, Claude, quelle est finalement la différence d'approche entre création et reprise? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Claude. Quelle est la différence essentielle? Une création, par nature, c'est une copie vierge. Vous partez de rien. C'est une copie blanche que vous allez écrire vous-même. Une reprise, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une reprise, c'est je m'intéresse finalement à une entreprise qui a déjà un vécu, qu'elle fonctionne, qu'elle marche ou qu'elle marche moins. Mais en tout état de cause, elle a déjà effectivement un vécu.
Donc, ce qui veut dire d'une manière ou d'une autre que je vais devoir l'évaluer avant de finalement me décider à la reprendre ou pas. Et il va falloir surtout à un moment donné que j'évalue en amont l'adéquation, je serais presque tenté de dire, homme-projet. Pourquoi? Parce que selon la qualité de l'entreprise et l'évaluation que vous allez faire, vous allez peut-être, d'une façon ou d'une autre, choisir une entreprise différente. Donc, ce qui fait la différence essentielle entre une création et une reprise, ça va être bien entendu déjà la bonne visibilité que vous en aurez par rapport effectivement à votre personnalité, par rapport au projet, par rapport au profil d'entreprise qui peut vous convenir, et surtout dans l'évaluation même de l'entreprise, c'est également analyser d'une manière ou d'une autre l'opportunité d'aller reprendre cette entreprise. Parce que dans certains cas, ça se traduira ou ça pourrait se traduire par un échec. Donc, d'une façon ou d'une autre, je serais presque tenté de dire qu'il faudra éviter d'aller courir un échec si, d'une manière ou d'une autre, l'entreprise que vous projetez de reprendre n'est pas viable. Donc, ça sous-tend quoi? Ça sous-tend également que vous allez également devoir vous poser des questions quant au véhicule économique. Est-ce que vous gardez les mêmes statuts? Est-ce que vous changez les statuts? Est-ce que quelque part, vous ne rachetez que le fonds de commerce ou vous reprenez la totalité de la boîte? Alors, qui dit totalité de la boîte, c'est actif et passif. Passif étant par nature les dettes, je vous déconseille d'une manière ou d'une autre de reprendre les dettes. Donc, vous voyez bien à un moment donné que l'évaluation même de la structure, quelque part, va être importante et il va falloir derrière concrétiser également les actes. C'est différent. C'est un projet qui, d'une manière ou d'une autre, au démarrage, est quelque peu différent parce qu'il y a un vécu derrière. Il va falloir tenir compte de ce vécu pour aller, d'une manière ou d'une autre, appréhender la viabilité même du projet et la faisabilité du projet. Donc, vous voyez, dans un cas, on part d'une copie blanche. Dans le cas, on part effectivement, dans l'autre cas, on va partir d'un vécu. Et ce vécu, il n'est pas forcément effectivement avantageux pour le repreneur. Donc, c'est important de se faire accompagner. Et c'est ce que nous proposons, bien entendu, au travers de notre réseau avec des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Donc, je vous invite vraiment à un moment donné à vous faire entourer d'experts et à être entouré, accompagné, monitoré dans cette approche avant de vous lancer dans un tel projet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, parfait. Bon, bah, écoutez, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Autre question. Alors, il y a une autre question. Comment trouver le bon associé? Oula, pas facile comme question. Pas facile comme question. Il faut avoir ce qu'on appelle en termes, je dirais, courants, vous avez dû en entendre parler d'ailleurs, le même affectio societatis. Il faut avoir quelque part, je serais presque tenté de dire, le même système de valeurs partagées déjà pour commencer. Et puis, s'entendre d'une manière ou d'une autre sur le projet, l'idée. Partager en tout cas le projet commun, partager le but quelque part à atteindre ensemble. C'est compliqué. C'est compliqué et il faut être de connivence, il faut d'une manière ou d'une autre, effectivement, être bien au clair l'un par rapport à l'autre, de ce qu'on recherche, de ce à quoi on souhaite parvenir, de l'entente aussi, parce que c'est une équipe. Hein, l'équipe, vous savez, l'équipe dont je parlais tout à l'heure. Tout ça fait partie, effectivement, des réflexions en amont ou en cours de route pour pouvoir, effectivement, progresser ensemble. Et là, il vaut mieux, effectivement, à un moment donné, de la même façon,
en parler à son entourage, à se rencontrer, mettre sur la table effectivement ce qu'ils font, les atouts et les faiblesses des uns et des autres, et puis surtout ce qu'on vient y chercher. C'est très important. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. En tout cas, ce n'est pas forcément effectivement des plus simples. Faut-il faire une étude de marché systématiquement avant Oui. En tout cas, chez DTM, on vous le conseille. On vous conseille de faire une étude d'impact technico-économique. Cette étude d'impact technico-économique, quelque part, elle va prendre en compte, bien entendu, l'étude concurrentielle, savoir vous identifier, vous positionner par rapport à vos concurrents, mais il va falloir, d'une manière ou d'une autre, effectivement, tenir compte, par exemple, de la politique tarifaire, c'est-à-dire où vous vous situez en termes de prix et où il va falloir se situer. On l'a fait l'année dernière pour un vendeur de solutions à 360 degrés qui avait une idée en tête quant au prix, à l'allocation de sa solution, puisqu'on était en mode SaaS. Et on a trouvé un écart monumental entre l'idée de départ et l'idée finale. Eh ben, sachez qu'à la fin de l'étude concurrentielle, on a réussi effectivement d'une manière ou d'une autre à positionner le prix du loyer, le prix d'acquisition du matériel, et puis ce qu'il fallait apporter en termes de service. Donc, je serais presque tenté de vous dire, Gérard, puisque c'est Gérard qui me pose la question, je serais presque tenté de vous dire que c'est incontournable. C'est se priver d'une étude concurrentielle, c'est quand même courir le risque à un moment donné d'être hors sujet. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout état de cause, voilà, je sais que c'est difficile de s'en priver. D'accord. Autre chose, je vois qu'il est 11h07. 11h08, je pense que j'ai à peu près fini. J'ai à peu près fini, en sachant que nous avions à la fois effectivement une session via ce chat, ou tout au moins ce support qu'est Zoom, mais également un autre support en parallèle que nous allons essayer de développer de plus en plus au travers effectivement des liens via Facebook et autres. Puisque le but du jeu à l'avenir sera effectivement d'étendre d'une manière ou d'une autre ostensiblement notre terrain ou notre territoire. Donc, j'espère avoir été à peu près complet sur l'ensemble effectivement des éléments abordés en tout cas au cours de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement les uns et les autres. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir effectivement participé à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas de contacter Kenza à l'issue effectivement de la clôture effectivement de ce webinaire, lui demander ce dont vous avez besoin par rapport au formulaire d'inscription aux formations. Il y a une formation qui va démarrer d'ailleurs d'ici 3 semaines. Je crois que la prochaine session, c'est d'ici 3 semaines, sur la démarche entrepreneuriale, donc 13 jours plus 5 jours en atelier et en campement, à l'issue duquel vous lancerez vos activités. Et puis, nous allons repositionner, remasteriser cette réunion pour la diffuser sur LinkedIn dans les tout prochains jours pour que vous puissiez effectivement la revoir et puis nous contacter, revenir vers nous pour, je l'espère en tout cas, vous accompagner dans vos différents projets. Voilà. Donc, je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous remercie pour votre participation et puis de